Allez, on voulait vous parler à présent de ce paradoxe apparent sur le marché immobilier américain. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Echad, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Ce paradoxe apparent, c'est de voir l'immobilier de bureau, vous allez tout nous expliquer, aux États-Unis, sinistré en tout cas à la peine. Et de l'autre côté, le marché immobilier résidentiel qui se porte plutôt bien, qui est en plein essor. Déjà, parlez-nous un petit peu de l'immobilier de bureau, parce qu'apparemment les grands patrons américains veulent, réduire le budget bureau. C'est ce qui ressort à une écrasante majorité d'un sondage, quoi. Je trouve que c'est Fortune qui a fait ça. Avec Forbes. Avec Forbes. Et il en ressort que 76% des PDG interrogés, soit 171 sur 500 du S&P. Donc, eux pensent effectivement à réduire les surfaces dédiées donc, au travail de bureau. Fameux plateaux dans les grandes tours de verre des centres d'affaires. Et il y en aurait un quart qui, eux, envisageraient carrément de réduire de plus de 25 à 30% les surfaces de façon définitive. Et moi, personnellement, je connais même des petites boîtes techno californiennes. Donc là, on s'éloigne un peu de New York et des centres classiques qui ont carrément laissé tomber les quelques bureaux qu'ils détenaient, qui étaient souvent des showrooms ou juste des lieux où on pouvait se réunir avec les clients. Il y a beaucoup de boîtes qui ont carrément, complètement liquidé totalement tout frais de location, etc. Donc on s'en va vers une transformation durable. Au-delà de la tech américaine. Encore une fois, au-delà je vous cite l'exemple de Goldman Sachs, pour qui la recommandation pour tous les salariés, c'est rester chez vous. Donc, qui vient encore travailler chez Goldman Sachs, ceux qui font la maintenance des systèmes informatiques, ce qui est quand même... Vous parlez sur le sol américain, même en dehors? Oui, partout. D'ailleurs, je précise que pour des boîtes américaines, sur les 171 qui ont été sondées, ce sont des multinationales. Donc, ils ont des bureaux partout. Alors, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, on ne ferme pas forcément les bureaux de façon temporaire ou définitive parce que la circulation du Covid y est carrément arrêtée ou inexistante. Par contre, en Europe, la plupart des multinationales donnent des instructions qui sont en fait générales de rester en dehors du bureau, d'opter pour le télétravail. Ça vaut aussi bien pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc il faut s'attendre à un repli marqué des mètres carrés de bureau. On a déjà des chiffres là-dessus aux États-Unis. Alors les estimations, c'est que les entreprises vont réduire de 20 à 25% en moyenne les surfaces. Et il y aura donc certainement des entreprises qui réduiront de moitié. Après, il y a aussi les distances à respecter, les sanitaires. Donc, quelque part, il faut plus de mètres carrés de bureau par Voilà, c'est ce qui fait que, justement, la réduction qu'on aurait pu estimer supérieure à un tiers, comme il faut plus d'espace par salarié... moins 25% en moyenne. Voilà. Par contre, ce qu'on appelle les open space, c'est mort. Donc là, ça va être remplacé par des cellules. Alors, ça ne sera pas du coworking, mais le modèle est en effet assez proche, c'est-à-dire que ce seront des espaces gérés en fonction d'un planning où les salariés partageront, un salarié venant le matin, partageant le même espace avec celui travaillant l'après-midi. Donc même si on agrandit un peu l'espace par salarié, étant donné qu'on fera travailler des gens le matin, des gens l'après-midi, on n'aura pas besoin d'autant d'espace. Donc ça déjà, c'est une certitude. Bon, ça c'est pour le marché donc, immobilier de bureaux. Et face à cela, on a un marché immobilier résidentiel, je ne le savais pas, qui se porte plutôt très bien avec une envolée des transactions, mais aussi des prix, vous m'avez dit, entre 7 et 16% de hausse en glissement annuel sur un an des prix au mètre carré, en fonction des régions. Donc on va retrouver de nouveau en tête Californie et puis tous les États riverains de New York. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse, c'est-à-dire que l'immobilier centre-ville chute et l'immobilier en périphérie explose, littéralement. Dans les métropoles. Dans les métropoles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, par exemple, si vous prenez New York, il y a actuellement un taux de chômage de 20% à New York.
Donc vous avez 20% de salariés qui sont au chômage technique. Certains sont indemnisés, d'autres le sont moins bien. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont renoncer à leur appartement dans Manhattan ou environ pour franchir le Potomac et aller au-delà, ou la baie de l'Hudson, pour aller un peu plus au vert. Le taux de chômage donc, est un problème, mais il y a l'autre aspect qui est véritablement des gens qui se disent en cas de reconfinement, je ne veux pas me retrouver à nouveau dans mon studio, mon 2 pièces avec femme et enfants. Et en plus de ça, il y a eu dans beaucoup de villes américaines, depuis le mois de juillet, et l'affaire Floyd, il y a eu énormément de violences urbaines, d'émeutes. Les gens se sentent vraiment en insécurité dans les centres-villes, parce que c'est là généralement que viennent s'affronter les protestataires et la police. Donc, raison de sécurité, raison d'exiguïté du logement, sans parler de la routine évidemment. Donc il y a une dualité entre les centres-villes et les suburbs. Voilà, donc à New York, on a actuellement une baisse moyenne des loyers de 10% à Manhattan. Des loyers. Les loyers. On est à moins 15% dans les quartiers périphériques. Alors je ne parle pas de Soho, mais par exemple Queens, etc. Mais dans le prix au mètre carré. Alors, on parle des loyers, là, le prix... Ça crée une dualité dans la dualité, là. Oui. Alors, le prix au mètre carré est également en train de baisser dans New York intramuros, dans San Francisco. Mais pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, actuellement à New York, et c'est la première fois depuis qu'on observe le marché de la location à New York, depuis 30 ans, il y a 120 000 appartements disponibles. Et pour les louer, aujourd'hui, on consent 8 semaines, voire des fois même jusqu'à 3 mois de loyers offerts. Et des loyers qui sont, je le répète, en baisse de 10 à 15%. Il y a exactement le même phénomène à San Francisco, où là, la baisse des loyers est encore plus violente. Et sur les prix au mètre carré de l'immobilier, aux États-Unis, encore une fois, ça donne quoi alors en moyenne? Alors donc, on a cette fameuse ambivalence, ou ce que j'appellerais moi le scénario en K, c'est-à-dire que vous avez le prix des maisons en périphérie des grandes métropoles qui explosent. On est à pratiquement plus 20% sur un an. C'est absolument énorme. Alors, bien sûr, pas dans le Middle West. Là, on revient à ces hausses de 7% moyenne. Mais quand ce qui est déjà bien, d'ailleurs. Voilà. C'est 5 fois supérieur à l'inflation, pour qu'on se fixe déjà les choses. Donc il y a un double cas. Il y a un cas entre l'immobilier de bureau et l'immobilier résidentiel aux États-Unis, et puis il y a un cas aussi, une divergence entre l'immobilier centre-ville et la périphérie. Donc, à San Francisco, les loyers baissent jusqu'à 20%, c'est terrible, avec là aussi une vacance qui explose. Et autour de San Francisco, vous ne trouvez plus la moindre petite maison avec un barbecue et un yard de pelouse, vous ne trouvez plus rien. Les prix sur un an donc, sont à plus 20%, et le nombre de transactions sur un an, en achat de neuf, on est à plus 43% par rapport à novembre, ou enfin octobre, parce que les dernières données remontent à octobre, on est à plus 43% de transactions dans le neuf. Et dans l'ancien ? On était à plus 14,5% rien que pour le mois de juillet dernier. On était à plus 5 au mois d'août de mémoire. Enfin, vous voyez un petit peu l'accélération. Mais tout ça, au final, ça explique très bien. Et en quoi c'est problématique? Non, c'est juste un... Non, ce n'est pas problématique, c'est vraiment un des phénomènes de transformation qui aurait peut-être pu prendre 6 ou 7 ans avec la 5G, avec la numérisation, la virtualisation. Peut-être que la 5G aurait effectivement permis plus de télétravail, parce que plus de débit, etc. Là, il s'est passé finalement en 5 mois, ce qui se serait peut-être passé en 5 ans ou plus. Donc, les transactions accélèrent fortement dans le neuf et dans l'ancien. Ouais. On était à plus 9,4% au mois de septembre, ce qui est absolument colossal. Ouais. Voilà. Et bien sûr, ce n'est qu'une moyenne. C'est-à-dire que quand vous prenez les environs de New York, de Chicago qui est reconfiné, tout le monde fuit Chicago. Les déménageurs, ils n'ont jamais eu autant de demandes. Ils ne peuvent pas suivre. Donc voilà, on voulait vous parler de ce paradoxe. On a fait le tour, non, de ce paradoxe sur le marché immobilier américain entre
ce double cas, mais qu'on voit, Voilà, double cas, qu'on voit ailleurs dans l'économie, mais qu'on voit aussi dans voilà, l'immobilier. et qui est un vrai marqueur d'une transformation Le cas, il faut comprendre rapide. à quoi ça correspond. Enfin, dans ce sens-là, le cas, c'est ça monte effectivement pour la branche qui monte pour l'immobilier résidentiel et ça baisse pour l'immobilier de bureau. Les transactions sur un an toujours, dans l'ancien, c'est une hausse de 21%. Mais en fait, dans les résidences secondaires, c'est à plus 34%. Mais il y a beaucoup de résidences secondaires, on peut même parier qu'elles deviendront un jour une résidence principale si l'entreprise dit non, c'est télétravail obligatoire. Bon voilà, merci beaucoup en tout cas. Explication signée Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Bye.